les jours, Caribbean Television Network vous présente CTN Info. CTN Info. Le journal qui éclaire votre quotidien avec une compréhension fidèle et objective des événements en Haïti, à Boston, à Miami et bien au-delà. CTN Info, c'est bien plus que des nouvelles, c'est un lien entre vous et votre communauté, où que vous soyez. Chaque soir, du lundi au vendredi de 8h à 9h, plongez au cœur de l'actualité avec des reportages exclusifs, des interviews captivantes et des analyses qui vous concernent vraiment. CTN Info vous apporte des perspectives authentiques façonnées par nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien qui fait résonner nos voix et nos expériences. CTN, notre histoire suivant notre propre compréhension. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gédéon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haïti News à Caribbean Television Network. Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le lundi 28 avril 2025, voici CTN Info, votre journal qui rentre chez vous. Il s'agit de notre toute première édition. Ce journal est diffusé alors sur toutes les plateformes de CTN, sur les réseaux sociaux, mais également sur Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, ainsi que les réseaux de la plateforme via l'application TV Pau, développée par l'ingénieur Yvon Auguste. Très rapidement, voici les principaux points qui dominent l'actualité de ce lundi. Les funérailles du célèbre pape François ont été célébrées le week-end dernier au Vatican à Rome. Des milliers de personnes s'étaient réunies pour rendre un dernier hommage à la mémoire du regretté pape François né Jorge Bergoglio en Argentine. De nombreux leaders venus du monde entier ont assisté aux différentes cérémonies, notamment les présidents des États-Unis, Donald Trump, de la France, Emmanuel Macron, et de l'Ukraine. Immigration, plus de 800 immigrants arrêtés la semaine dernière en Floride lors d'une série d'opérations de 4 jours. Dans une autre opération, plus d'une centaine d'immigrants ont également été arrêtés dans une boîte de nuit à Colorado Springs le week-end dernier. Des substances illicites auraient été découvertes lors de cette intervention, selon les services de l'immigration des États-Unis, ICE. Des élections générales se déroulent ce lundi au Canada. Plus de 28 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un premier ministre et renouveler plusieurs centaines de postes à travers les provinces et municipalités canadiennes. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Restez branchés, CTN. Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haïti News à Caribbean Television Network. Encore une fois, bonsoir, bienvenue au développement du journal CTN Info. Avec vous pour la présentation, votre serviteur Emmanuel Paul.
Les funérailles du pape François se sont déroulées le week-end dernier au siège du Vatican à Rome. Né Jorge Bergoglio en Argentine, le pape François restera dans l'histoire comme un leader spirituel emblématique, reconnu pour son engagement en faveur de la paix, de la justice sociale et de la modernisation de l'Église catholique. Des milliers de fidèles venus du monde entier s'étaient rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Après ses funérailles célébrées à Rome, l'Église catholique s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Le processus du conclave qui réunira les cardinaux électeurs venus du monde entier débutera dans les prochains jours pour choisir le nouveau souverain pontife. La disparition du pape François, salué pour son engagement en faveur des plus démunis, laisse un héritage moral puissant et suscite de grandes attentes concernant son successeur. En Haïti, plusieurs activités ont également été organisées par les autorités ecclésiastiques au plus haut niveau pour honorer la mémoire du pape François. Et plus de 800 immigrants ont été arrêtés en Floride au cours d'une vaste opération menée la semaine dernière sur une période de 4 jours. La majorité de ces interpellations a eu lieu dans la région de Miami, où les autorités ont ciblé plusieurs quartiers à forte population d'immigrants. Certaines arrestations ont également été réalisées lors de rendez-vous administratifs au centre d'immigration de Miramar. Plusieurs organisations de défense des droits des immigrants ont dénoncé ces méthodes jugées intimidantes. Les autorités américaines, pour leur part, affirment que ces opérations s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sécurité intérieure. L'agence ICE précise que les arrestations ont principalement visé des personnes en situation irrégulière ou ayant des antécédents judiciaires. Suivez ce reportage de CTN. Plus de 800 arrestations à Miami lors d'une opération de 4 jours, le cauchemar continue pour les immigrants en Floride. Après les opérations spectaculaires au Massachusetts le mois dernier, l'administration Trump met maintenant le cap sur la Floride. L'Agence fédérale américaine Immigration and Customs Enforcement, ICE, a annoncé avoir arrêté près de 800 migrants en situation irrégulière à Miami au cours d'une opération intensive de 4 jours baptisée Operation Tidal Wave. Ces arrestations ont été effectuées dans le cadre d'une série d'opérations conjointes entre les agents fédéraux et la police de l'État de la Floride, selon ce qu'a fait savoir le service de l'immigration et des douanes ICE dans un message publié sur son compte officiel X. Dans un partenariat inédit entre partenaires étatiques et fédéraux, ICE Miami et les forces de l'ordre de la Floride ont arrêté près de 800 immigrants en situation irrégulière cette semaine pendant les 4 premiers jours de #Operation Tidal Wave, a précisé l'ICE, qui qualifie de « répression massive et multi-agence de l'immigration » les arrestations des immigrants en Floride. Cette opération, présentée comme l'une des plus vastes menées récemment, a mobilisé plusieurs agences locales, étatiques et fédérales pour renforcer les contrôles d'immigration et procéder aux arrestations de personnes considérées comme étant en situation irrégulière. ICE a également mis en avant l'appui majeur de la patrouille frontalière américaine, CBP. Elle en a profité pour saluer l'apport des agents frontaliers qui ont apporté un soutien extraordinaire pendant cette opération. Nous apprécions l'engagement de notre partenaire @DHSGov en faveur de la sécurité publique, a écrit ICE sur son compte officiel. Dans son communiqué, ICE a encouragé d'autres agences de maintien de l'ordre à collaborer avec elle à travers le programme 287G. L'agence a également partagé plusieurs photos de l'opération sur le terrain, mettant en évidence l'ampleur des efforts déployés pour mener à bien cette action. Selon ICE, cette initiative vise à renforcer la sécurité publique en ciblant les migrants en situation irrégulière et en assurant une coopération accrue entre les autorités locales et fédérales. Les opérations de l'ICE ne ciblent pas simplement les immigrants en situation irrégulière et ayant un casier judiciaire. Plusieurs citoyens légalement présents aux États-Unis ont été arrêtés cette semaine lors de rendez-vous de routine au bureau de l'immigration à Miramar. Des opérations similaires devraient également être conduites dans les prochains jours dans d'autres États, dont le Massachusetts, selon ce qu'avait annoncé le directeur intérimaire de l'ICE cette semaine lors d'une interview avec le Boston Herald. Arrestation de 114 personnes à Colorado Springs, dans l'État du Colorado. Une opération de contrôle
a conduit à l'arrestation de 114 personnes ce week-end dans une boîte de nuit. Selon les informations communiquées par les services de l'immigration américaine ICE, des substances illicites ont également été découvertes lors de ces opérations. Les autorités locales expliquent que l'opération visait à lutter à la fois contre l'immigration clandestine et contre certaines activités criminelles. Plusieurs personnes arrêtés font l'objet de procédures de reconduite à la frontière, donc procédures d'expulsion. Des associations dénoncent toutefois l'amalgame entre l'immigration et criminalité, rappelant que la majorité des personnes arrêtées n'avaient pas de casier judiciaire au moment de leur intervention et n'étaient pas en situation irrégulière. Suivez ce reportage. 114 immigrants arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche dans un nightclub à Colorado Springs. Dans une opération spectaculaire menée dimanche à l'aube, les autorités ont arrêté 114 immigrants dans un nightclub clandestin de Colorado Springs, a rapporté le Daily Mail. L'opération, dirigée par la division des Rocheuses de la Drug Enforcement Agency, DEA, a mobilisé plusieurs agences locales et fédérales. Aux alentours de 3 heures du matin, des dizaines d'agents armés ont encerclé l'établissement, provoquant la panique parmi les fêtards. Selon le Daily Mail, certaines femmes en robe de soirée et en talons hauts semblaient désemparées face à la scène, tandis que d'autres se jetaient à terre à la vue des policiers. L'un des participants, visiblement effrayé, a levé les bras et s'est agenouillé dès qu'il a aperçu les forces de l'ordre, a rapporté le Daily Mail. L'intervention s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur des activités de trafic de drogue, de prostitution et de violence au sein du club, a précisé la DEA. Jonathan Pullen, agent spécial en charge de la division DEA des Rocheuses, a expliqué que l'établissement était fréquenté par des membres de gangs notoires tels que Train de Aragua, MS-13 et les Hells Angels. Toutefois, il est difficile de dire combien de membres de ces groupes étaient présents au moment du raid, a-t-il indiqué dans des propos relayés par le Daily Mail, qui a aussi noté que bon nombre de personnes arrêtées lors de l'opération ne sont pas des sans-papiers. La situation a pris une autre dimension lorsqu'il a été révélé que plus d'une douzaine de militaires en service actif se trouvaient également dans la boîte de nuit, certains en tant que clients, d'autres assurant la sécurité. L'armée américaine a ouvert une enquête via sa division des enquêtes criminelles, selon Pullen. La majorité des personnes arrêtées ont été transférées sous la garde des services de l'immigration et des douanes, ICE, a rapporté le Daily Mail. Plusieurs armes ainsi que des drogues, dont de la cocaïne rose, ou Tusi, ont été saisies. Les analyses sont en cours pour identifier l'ensemble des substances retrouvées. Colorado Springs se réveille avec une ville plus sûre ce dimanche matin, s'est félicité Jonathan Pullen. Il a également précisé que la plupart des suspects feront face à des charges fédérales d'immigration. Toutefois, peu d'entre eux seront poursuivis pour détention de drogue, car il est difficile de prouver leur possession lors de ce type de raid, a-t-il reconnu. Cette opération au Colorado intervient peu après une vaste campagne menée par ICE en Floride, baptisée Operation Tidal Wave. Près de 800 immigrants ont été arrêtés à l'issue de cette opération. Parmi eux figuraient des criminels recherchés, dont Jose Sanchez Reyes, un Colombien condamné pour homicide, Rafael Juarez Cabrera, membre présumé du MS-13 ayant franchi illégalement la frontière américaine à 3 reprises, ainsi que Sava Klishevsky, un Russe recherché par Interpol pour homicide involontaire. Le directeur d'ICE, Todd Lyon, a déclaré à ABC News que cette approche massive visait à sécuriser les communautés locales et à retirer les menaces pour la sécurité publique de nos quartiers. Dans une interview au Boston Herald la semaine dernière, Todd Lyon avait également annoncé des opérations massives à Boston. Durant ce week-end, plusieurs immigrants ont été arrêtés à Winthrop, un quartier situé à l'est de Boston ayant une forte population hispanique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a tenté d'apporter des éclaircissements concernant la déportation controversée de 3 enfants nés aux États-Unis, dont l'un atteint d'un cancer de niveau 4. Invité hier dimanche sur le plateau de Mythe de presse diffusé sur NBC News, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que ces enfants n'ont pas été directement expulsés du territoire américain. Selon M. Rubio, leurs parents, qui vivaient en situation irrégulière aux États-Unis, ont eux-mêmes
pris la décision d'amener leurs enfants avec eux lors de leur déportation. Il a précisé que la législation américaine n'autorise pas l'expulsion de citoyens américains, mais que dans certaines situations familiales sensibles, les parents choisissent de ne pas être séparés de leurs enfants malgré leur droit de rester sur le sol américain. Cette déclaration a déjà suscité de nombreuses réactions, notamment parmi les organisations de défense des droits des immigrants qui dénoncent la pression exercée sur les familles vulnérables confrontées à de telles décisions déchirantes. Suivez les déclarations de Marco Rubio sur NBC News. Parlons maintenant de nouveaux reportages qui sont arrivés pendant la nuit. Je veux juste les passer en revue pour vous et pour notre public. 3 enfants citoyens américains ont été expulsés avec leur mère. Maintenant, cela selon le Washington Post. L'avocat de la famille dit qu'un d'eux est un enfant de 4 ans atteint d'un cancer de stade 4, expulsé sans médicaments ni contact avec des médecins. Les avocats de la famille disent également que leurs clients ont été privés de communication avec leur famille et leurs représentants légaux avant d'être expulsés. Et cela soulève des préoccupations concernant la question du respect de la procédure régulière qui est violée. Alors, laissez-moi vous demander, tout le monde sur le sol américain, citoyen et non-citoyen, a-t-il droit à une procédure régulière? Oui, bien sûr, mais laissez-moi vous dire, cela se présente sous un angle d'immigration. Les lois sont spécifiques. Si vous êtes ici illégalement, vous n'avez pas le droit d'être ici et vous devez être expulsé. C'est ce que dit la loi. D'une manière ou d'une autre, au cours des 20 dernières années, nous avons perdu cette notion ou adopté cette idée que oui, nous avons des lois sur l'immigration. Mais une fois que vous entrez illégalement dans notre pays, cela déclenche des droits qui peuvent vous garder ici indéfiniment. C'est pourquoi nous étions submergés à la frontière et nous avons mis fin à cela. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas un nombre historiquement bas de personnes essayant de traverser notre frontière, mais aussi la frontière vers le Panama, jusqu'au Darien Gap. Cela a beaucoup aidé ces pays. Quant au titre, c'est trompeur. 3 citoyens américains de 4, 7 et 2 ans n'ont pas été expulsés. Leurs mères légalement dans ce pays ont été expulsées. Les enfants sont partis avec elles. Si ces enfants sont citoyens américains, ils peuvent revenir aux États-Unis si leur père ou quelqu'un ici veut les assumer. Mais en fin de compte, c'était leur mère qui a été expulsée. Leur mère qui était ici illégalement. Les enfants sont partis avec elle. Mais ce n'était pas comme si vous disiez que des agents de lycée ont défoncé la porte, attrapé l'enfant de 2 ans et l'ont mis dans un avion. C'est trompeur. Oui, ce n'est pas vrai. Juste pour être clair, car je veux aborder la réforme au département d'État. Est-ce la politique des États-Unis de déporter des enfants, même des citoyens américains, avec leur famille? Et j'entends ce que vous dites sans procédure régulière. Juste pour être très clair là-dessus. Eh bien, non, 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 non. Encore. Si quelqu'un est ici illégalement, cette personne est expulsée. Si cette personne est avec un enfant de 2 ans ou un enfant de 2 ans et dit « je veux emmener mon enfant avec vous », avec moi. Alors quoi? Vous avez 2 choix. Vous pouvez dire « oui, bien sûr, vous pouvez emmener votre enfant, citoyen ou non, parce que c'est votre enfant ». Ou vous pouvez dire « oui, vous pouvez partir, mais votre enfant doit rester ». Et puis vos gros titres diraient « les États-Unis retiennent en otage un enfant de 2 ans, 4 ans, 7 ans, tandis que la mère est expulsée. Donc la mère. Les parents font ce choix. J'imagine que ces 3 enfants citoyens américains ont des pères ici aux États-Unis. Ils peuvent rester avec leur père. C'est à leur famille de décider si les enfants iront avec leurs parents. Les parents décident où vont leurs enfants. Les États-Unis ont expulsé leur mère qui était illégalement en Amérique. Après plusieurs mois, voire plus de 2 ans d'attente pour certains, l'USCIS a enfin communiqué avec les bénéficiaires du programme de libération conditionnelle, mieux connu sous le nom de programme Biden. Dans une lettre envoyée à de nombreux sponsors et candidats, l'agence annonce que leur application a été rejetée en raison de la terminaison officielle du programme. Cette décision affecte de nombreuses familles qui espéraient pouvoir rejoindre leur famille aux États-Unis ou régulariser leur situation au pays de Donald Trump. Programme Biden. L'USCIS commence à annuler les approbations des bénéficiaires déjà confirmés et à envoyer des lettres de rejet aux sponsors. Le service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, USCIS, a entamé un processus d'envoi de lettres officielles de non-confirmation à l'attention des sponsors ayant participé au programme de libération conditionnelle humanitaire, communément appelé programme Biden. Ce programme, qui permettait à des ressortissants de pays en crise comme Haïti, le Venezuela, Cuba ou le Nicaragua d'entrer légalement aux États-Unis, a été interrompu par l'administration Trump.
Une juge fédérale du tribunal de première instance de Boston statue actuellement sur la décision de l'administration Trump de suspendre le programme. Dans les lettres obtenues par CTN, l'USCIS déclare avoir bien reçu les formulaires I-134 soumis en ligne par les sponsors. L'USCIS a reçu le formulaire I-134A, demande en ligne pour être un supporteur et déclaration de soutien financier, que vous avez soumis au nom du bénéficiaire mentionné ci-dessus, lit-on dans une lettre envoyée à un parrain dont CTN a reçu une copie. L'USCIS a déterminé que nous ne pouvons pas confirmer votre formulaire I-134A car le programme de libération conditionnelle dans le cadre duquel il a été déposé a été résilié, a ajouté l'USCIS. Cette décision affecte également les bénéficiaires qui avaient déjà été approuvés. Si l'USCIS vous a précédemment envoyé une notification confirmant votre formulaire I-134A avec le numéro de reçu mentionné ci-dessus, cette confirmation antérieure est révoquée par la présente notification et n'est plus valide, a informé l'USCIS, qui a également envoyé une notification aux bénéficiaires. Des personnes se trouvant déjà aux États-Unis dans le cadre du programme ont également reçu cette lettre du service d'immigration des États-Unis les informant que leur demande avait été rejetée. Et enfin, l'USCIS est catégorique sur le fait que cette décision est définitive. Il n'existe aucun recours contre cette non-confirmation. Mis en place en janvier 2023 par l'administration Biden, ce programme avait pour objectif d'offrir une voie légale et temporaire d'entrée aux États-Unis à des personnes fuyant des conditions de vie dangereuses. La procédure reposait sur la volonté de citoyens ou résidents américains d'agir en tant que sponsors, en remplissant le formulaire I-134A pour démontrer leur capacité à soutenir financièrement les bénéficiaires. Depuis quelques mois, des contestations judiciaires venues de plusieurs États américains ont remis en question la légalité du programme. La lettre de l'USCIS marque donc une rupture nette et inattendue pour des milliers de familles en attente. Les avocats spécialisés en immigration, les ONG et les membres de la diaspora haïtienne expriment déjà leur inquiétude. Nombre d'entre eux dénoncent une volte-face qui risque de plonger des familles entières dans le désespoir et l'insécurité, particulièrement dans les pays d'origine. La nouvelle « Programme Biden », l'USCIS commence à annuler les approbations des bénéficiaires déjà confirmés et à envoyer des lettres de rejet aux sponsors, apparaît en premier sur CTN-INFO. Comme Vous voulez toujours été informé sur ce qui a passé en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haiti News, à Caribbean Television Network. Un événement communautaire à Vancouver a tourné au drame samedi lorsqu'un véhicule a foncé dans une foule réunie pour célébrer un festival philippin. Bilan, au moins 11 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, a rapporté l'agence Reuters. Drame à Vancouver. Un véhicule fonce dans une foule lors d'un festival philippin, tuant une dizaine de personnes. Un événement communautaire à Vancouver a tourné au drame samedi lorsqu'un SUV sombre a foncé dans une foule réunie pour célébrer un festival philippin. Bilan. Au moins 9 personnes ont été tuées, a rapporté Reuters citant les médias locaux. C'est tellement horrible, je ne sais même pas quoi dire. J'étais juste là, et je me rappelle des visages souriants et dansants des enfants que j'ai vus, a déclaré Jagmeet Singh, cité par CTV News. Un autre témoin ayant requis l'anonymat a confié avoir vu environ 15 personnes étendues sur le sol après que le véhicule a traversé la foule. Selon lui, le conducteur aurait tenté de s'enfuir mais a été rapidement maîtrisé par des participants au festival, qui l'ont retenu contre une clôture pendant une dizaine de minutes avant l'arrivée des forces de l'ordre. Peter Fry, conseiller municipal de Vancouver, avait également assisté à l'événement plus tôt dans la journée. C'était une journée magnifique, un événement formidable, une grande fête communautaire. Que cela se termine ainsi, c'est terrible. Cela ne nous brisera pas, ni notre communauté, mais c'est vraiment tragique, a-t-il confié à CTV News, cité par Reuters. Le festival célébrait Datu Lapu Lapu, un chef philippin ayant vaincu les forces espagnoles menées par Ferdinand Magellan lors de la bataille de Mactan en 1521. À Vancouver, les festivités prenaient la forme d'une grande fête de rue, occupant plusieurs pâtés de maisons dans le quartier Sunset, où se mêlaient gastronomie philippine et présentations culturelles. Selon le Vancouver Sun, des milliers de personnes étaient présentes sur les lieux au moment du drame. Josep Vardet, copropriétaire du camion de restauration Bao Buns, a raconté à Postmedia. « Je n'ai pas vu le conducteur, j'ai seulement entendu un moteur rugir.
Je suis sorti de mon food truck, j'ai regardé la rue et il y avait des corps partout. Il a traversé tout le pâté de maisons, en roulant droit au milieu, a-t-il ajouté. Il faut dire qu'une enquête est actuellement ouverte par les autorités canadiennes sur les motifs du présumé criminel, selon le premier ministre canadien Mark Carney. Suivez ses déclarations. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Late yesterday evening, I and all Canadians were shocked, devastated, and heartbroken. What we know at this time is that at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, an occasion to gather and to celebrate the vibrancy of the Filipino-Canadian community, 9 people were killed, and more than 20 were injured in what the Vancouver police are describing as a car ramming attack. I would like to commend the quick and compassionate actions of those at the scene and of our first responders. An investigation is ongoing to determine how and why this horrific attack occurred. Authorities have confirmed that one person is in custody, and it is believed that they acted alone. Overnight, I was briefed by my national security and intelligence advisor and the public safety minister about the situation. Currently, we do not believe that there is any active threat to Canadians. I and my ministers are also closely engaged with local law enforcement, along with provincial and municipal officials, and they have the full support of the federal government. Une enquête est encore pour déterminer comment et pourquoi cela s'est produit. Les autorités ont confirmé qu'une personne est détenue. On pense qu'elle a agi seule. Pendant la nuit, ma conseillère à la Sécurité nationale et le ministre de la Sécurité publique m'ont informé de la situation. À l'heure actuelle, nous ne pensons pas qu'il y ait une menace active pour les Canadiens. My team has also been in touch with the Premier's office and the Vancouver Mayor's office, and later today I intend to speak with David Eby and Ken Sim. Last night, families lost a sister, a brother, a mother, a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. And to them and to the many others who were injured, to the Filipino-Canadian community, and to everyone in the broader Lower Mainland, Vancouver, I would like to offer my deepest condolences and my wishes for strength and compassion in this tragic time. I know that I join all Canadians in mourning with you. I know that Canadians are united with you. Tout le Canada est avec vous. The strength and the resilience of the Filipino-Canadian community is exemplified by the Tagalog term bayanihan. It captures the Filipino spirit of community, of cooperation and unity to achieve a common goal. And it's this spirit upon which we must draw in this incredibly difficult time. We will comfort the grieving. We will care for each other. We will unite in common purpose. Thank you very much. Merci. Toujours au Canada, les Canadiens se rendent aux urnes ce lundi pour élire un nouveau gouvernement. Plus de 28 millions d'électeurs sont appelés à voter pour choisir un Premier ministre ainsi que plusieurs centaines de représentants à travers les provinces et municipalités canadiennes. Ce scrutin est particulièrement suivi par les communautés d'immigrants qui redoutent les conséquences d'un éventuel changement de politique migratoire du Canada. L'élection oppose principalement le Premier ministre sortant Mark Carney au candidat conservateur Pierre Poilievre dans un contexte de forte polarisation politique. Suivez ce reportage.
Élection 2025 au Canada, Marc Carney face à Pierre Poilievre dans une bataille observée avec anxiété par les communautés d'immigrants. Les Canadiens sont appelés aux urnes ce lundi pour élire un nouveau gouvernement dans une élection dont les enjeux dépassent les frontières. Dans ce scrutin hautement observé par les communautés d'immigrants au Canada et aux États-Unis, le Premier ministre Marc Carney affronte le conservateur Pierre Poilievre. Dans cette course, aucun candidat ne semble bénéficier d'un avantage décisif, comme l'a rappelé l'agence Reuters en se référant au dernier sondage. Ce lundi 28 avril, plus de 28 millions d'électeurs sont appelés à renouveler les 343 sièges de la Chambre des communes. Depuis les dernières élections fédérales de 2021, 5 nouvelles circonscriptions ont été créées pour refléter la croissance démographique du pays. L'organisation du vote est assurée par Élections Canada, une agence indépendante. Conformément aux traditions démocratiques du pays, les bulletins seront comptés manuellement, et les premiers résultats devraient être disponibles environ 30 minutes après la fermeture des bureaux de vote, a fait remarquer Reuters, qui a également révélé que cette élection devrait coûter environ 570 millions de dollars canadiens, soit près de 411 millions de dollars américains. Historiquement élevée entre les années 1950 et 1990, la participation aux élections fédérales a fortement chuté ces dernières décennies. Lors du dernier scrutin, en 2021, seulement 62,3% des électeurs inscrits s'étaient déplacés aux urnes. Mais cette année, le taux de participation pourrait drastiquement augmenter, compte tenu des mobilisations dans les deux camps. Les autorités multiplient cette année les efforts pour encourager la mobilisation citoyenne, notamment par des campagnes d'information sur le vote par anticipation et le vote par correspondance. Dans cette élection, un système uninominal à un tour est utilisé, dans lequel le candidat ayant obtenu le plus de voix dans une circonscription est élu, même sans majorité absolue. Ce mode de scrutin favorise les partis capables de concentrer leur soutien dans certaines régions et peut entraîner des écarts entre le pourcentage des voix obtenues au niveau national et le nombre de sièges remportés, a fait remarquer Reuters, rappelant qu'en 2021, les libéraux avaient formé un gouvernement minoritaire malgré un score inférieur à celui des conservateurs en termes de suffrages exprimés dans tout le pays. Ce déséquilibre alimente régulièrement les critiques en faveur d'une réforme vers un modèle de représentation proportionnelle. Une promesse de changement avait d'ailleurs été faite par l'ancien Premier ministre Justin Trudeau en 2015, avant d'être abandonnée en 2017, faute de consensus. Un scrutin décisif pour l'avenir politique du pays et les communautés d'immigrants. Alors que les principaux enjeux électoraux, économie, logement, environnement, immigration, occupent le devant de la scène, le scrutin s'annonce serré dans plusieurs provinces clés comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. Le soir du 28 avril, les Canadiens connaîtront l'orientation politique de leur pays pour les années à venir. Les immigrants connaîtront également leur sort. Si le Premier ministre en fonction, Marc Carney, gagne, ce sera un ouf de soulagement pour les communautés d'immigrants au Canada. Si, au contraire, c'est le candidat d'extrême droite qui l'emporte, les immigrants au Canada pourraient vivre une expérience similaire à celle des migrants aux États-Unis, faisant l'objet de harcèlement et de mauvais traitements de toutes sortes. Durant sa campagne électorale, Pierre Poilievre avait annoncé une politique migratoire semblable à celle de Donald Trump. Il est toutefois important de noter que l'élection de Marc Carney ne serait pas synonyme d'une victoire totale pour les immigrants. La tendance générale de la population canadienne a considérablement changé en ce qui concerne les immigrants, qui sont de plus en plus mal perçus si l'on se fie aux résultats des sondages. Les immigrants au Canada ne sont pas les seuls à observer avec intérêt les élections canadiennes. Aux États-Unis, beaucoup d'immigrants en situation irrégulière espèrent pouvoir traverser chez leurs voisins du Nord pour fuir les hostilités de l'administration Trump. Mais dans tous les cas, la situation ne sera pas facile pour ses frères et sœurs, le Canada ayant déjà durci le ton contre les immigrants qui essaient de s'y réfugier. Beaucoup de personnes tentant de traverser la frontière nord ont été refoulées et remises aux autorités américaines. On voulait toujours été informé sur ce qui passe en Haïti pour à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haïti News, à Caribbean Television Network. C'est la fin du journal. Le rappel des principaux titres. Les funérailles du célèbre pape François ont été célébrées le week-end dernier au Vatican à Rome. Des milliers de personnes s'étaient réunies pour rendre un dernier hommage à la mémoire du regretté pape François, né Jorge Bergoglio en Argentine. De nombreux leaders venus du monde entier ont assisté aux différentes cérémonies, notamment les présidents des États-Unis, de la France et de l'Ukraine. Ce fut également l'occasion pour Donald Trump de s'entretenir avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky
au sujet de la guerre russo-ukrainienne. Immigration, plus de 800 immigrants ont été arrêtés la semaine dernière en Floride lors d'une série d'opérations de 4 jours. La majorité des arrestations ont eu lieu à Miami. De nombreuses personnes ont également été interpellées lors de rendez-vous au centre de l'immigration de Miramar. Dans une autre opération, plus d'une centaine d'immigrants ont été arrêtés dans une boîte de nuit à Colorado Springs, dans l'État du Colorado, le week-end dernier. Des substances illicites auraient été découvertes lors de cette intervention, selon les services de l'immigration américaine ICE. Des élections générales se déroulent ce lundi au Canada. Plus de 28 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un premier ministre et renouveler plusieurs centaines de postes à travers les provinces et municipalités canadiennes. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la présentation du journal CTN Info. Dans l'intervalle, nous vous invitons à vous abonner à toutes les plateformes de CTN sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, X et notre podcast The Caribbean and Beyond. Vos conseils et suggestions sont les bienvenus. Contactez-nous sur WhatsApp sur le 857 302 4010. 857 302 4010. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Merci, c'était avec vous, votre serviteur, Emmanuel Paul. Caribbean Television Network vous présente CTN Info. CTN Info. Le journal qui éclaire votre quotidien avec une compréhension fidèle et objective des événements en Haïti, à Boston, à Miami et bien au-delà. CTN Info, c'est bien plus que des nouvelles, c'est un lien entre vous et votre communauté, où que vous soyez. Chaque soir, du lundi au vendredi de 8h à 9h, plongez au cœur de l'actualité avec des reportages exclusifs, des interviews captivantes et des analyses qui vous concernent vraiment. CTN Info vous apporte des perspectives authentiques façonnées par nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien qui fait résonner nos voix et nos expériences. CTN, notre histoire suivant notre propre compréhension. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gédéon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Tous les dimanches soirs à 8h, ne manquez pas l'émission Opinion. En direct sur vos plateformes préférées, retrouvez chaque semaine 4 grandes voix du journalisme. Marc-André Jean de Clarity Times, Enoch Arisma de Référence FM, Emmanuel Paul de Caribbean Television Network et Jean Weekends Méronnet de Telegram 360. Ils passeront en revue les événements marquants de la semaine, avec des analyses pointues et des débats passionnés qui vous feront revivre les moments forts de l'actualité. Soyez au rendez-vous tous les dimanches soirs à 8h sur Facebook, YouTube, TikTok et X. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue. Une production hebdomadaire à ne pas manquer. Vous voulez toujours être informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger?